à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. La violence conjugale est enfin un sujet d'actualité et je pense qu'il était temps parce que durant très longtemps elle fut taboue. Pourtant, il me semble qu'on connaît encore mal les causes et les raisons de cette violence conjugale. Elle est en tout cas sous-estimée ou au contraire exacerbée. Donc je vous propose qu'ensemble, en compagnie de Jean-Charles Bouchou qui a notamment écrit sur les pervers, qu'on voit ensemble à partir de quand on peut parler de violence conjugale et puis qu'on essaye aussi de comprendre pourquoi certains humains qui pourtant se sont mis en couple par amour deviennent à un moment donné violents, voire meurtriers. Alors je dis il, mais la violence conjugale, elle existe aussi au féminin. On pourrait dire aussi elle, même si évidemment la majorité est plutôt masculine. Alors peut-être qu'on pourra aussi donner quelques indices afin que vous déceliez en amont les signes d'une éventuelle future violence et puis bien sûr on vous donnera les clés pour que vous puissiez vous en libérer. Je vous invite à venir témoigner, à poser vos questions. Notre numéro sur Sud Radio, c'est le 0826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors vous avez écrit Les pervers narcissiques bien avant d'autres auteurs qui ont écrit aussi sur ce sujet. Oui, puisqu'il a 10 ans, il a eu 10 ans en début d'année. Ouais. Et c'est un livre qui a énormément marché à l'époque. J'en ai été très impressionné parce que quand j'avais présenté il y a 11 ans à une éditrice de la maison Erol, des éditions Erol, elle m'avait dit mais qu'est-ce que ça veut dire pervers narcissique? Elle n'avait jamais entendu le terme. Donc c'est un terme qui était pour ainsi dire inconnu du grand public. Alors bien sûr, pervers narcissique, c'est une catégorie relativement réduite dans la population et heureusement. Oui. Mais la perversité, la violence, la manipulation, tout ça, ça existe. On pourrait parler de pervers narcissique lorsqu'il y a un emploi massif de mécanismes pervers narcissiques. Après, il existe des personnes qui vont employer des mécanismes pervers narcissiques quand ils sont en difficulté. Ce qui ne ferait pas le reste du temps. Eux, on ne pourra pas les appeler pervers narcissiques, mais sont quand même des personnes qui vont mal et surtout qui peuvent faire beaucoup de mal à leur entourage. C'est une violence, c'est une violence invisible, c'est une violence verbale, ou non verbale d'ailleurs, mais c'est une grande violence aussi. On peut faire autant de mal avec un mot déplacé qu'avec un geste. Oui, bien sûr, l'humiliation, par exemple, fait partie de cette Oui, une humiliation violence. Avec le sourire en plus, c'est vraiment déplacé. Il s'agit vraiment de faire du mal. Et en préparant l'émission, Jean-Charles Bouchou, vous parliez aussi de la violence matérielle, par exemple. Ah ben tout à fait, la violence économique. Vous avez des conjoints qui tiennent leurs conjoints par... alors plus souvent aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus souvent des hommes. C'est eux qui ont les cordons de la bourse, si j'ose dire, et c'est eux qui vont empêcher leur compagne de partir. Et vous avez des femmes qui restent dans des situations insupportables parce que sinon elles ne s'en sortiraient pas financièrement. Surtout s'il y a des enfants, évidemment. Oui, encore plus, bien sûr. Alors, comment vous la définiriez, vous, la violence conjugale, Jean-Charles Bouchou? À partir de quand ça commence? Ce que j'ai envie de dire, parce que je suis psychanalyste avant tout, la violence conjugale, elle commence très précisément là où vous avez décidé qu'elle commence. Je vois pas comment un expert ou qui que ce soit pourrait vous dire non, ça c'est encore acceptable, vous devez l'accepter. Là récemment, j'avais une discussion avec une amie et ce qu'elle m'a dit m'agaçait profondément et j'ai élevé le ton, elle a dit stop. Elle m'a dit Jean-Charles, tu me parles pas comme ça. Et j'ai donc dû abaisser mon ton pour pouvoir continuer la conversation. Elle a estimé que déjà le seul fait d'élever le ton, pourtant j'habite dans une région où on a le verbe haut, elle n'a pas voulu. Donc elle a posé sa limite exactement là où ça lui convenait à elle. Alors ça, c'est important ce que vous dites, Jean-Charles Bouchou, parce qu'au fond, très souvent, on n'ose pas poser sa limite face à la personne qu'on aime, parce qu'on a peur que ça, tout simplement, il y ait une petite dispute, donc on pose pas la limite, donc l'autre continue. Oui, j'ai déjà entendu une personne me dire, à la première gifle, j'estimais que c'était un accident. À la deuxième, je me suis demandé si c'était normal. Vous voyez, et on se réfère toujours à un extérieur. Est-ce que les autres estimeraient que c'est normal ou ça ne l'est pas? C'est très important de réfléchir soi-même à qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, qu'est-ce qu'on ne veut pas accepter. Et c'est certainement pas un tiers à nous dire où se situe la limite. Donc, chacun, finalement, devrait définir où est sa limite. Oui, parce que vous avez des gens vers Marseille qui ont le verbe haut et on va s'insulter et ça va. Si vous allez au café du commerce le matin, ça a le verbe haut et puis ça finit en rigolade. Donc on peut pas franchement parler de violence. Alors que cette amie dont je parlais tout à l'heure, elle, le seul fait que je monte le ton, elle m'a dit c'est inadmissible, je n'accepte pas. Elle avait posé sa limite. Oui, mais j'entends bien ce que vous dites parce que je pense notamment il y a beaucoup de femmes, par exemple,
qui ont du mal quand un homme parle fort ou élève la voix. Peur. Et ça rappelle papa. C'est une prise de pouvoir de toute façon, le fait d'élever le ton. Et donc pour elles, c'est déjà de la violence. Oui. Alors que d'autres, finalement, ça peut les faire sourire, gênés. Bien sûr. Oui. Donc ça tient à chaque personne et à chaque culture aussi. Dans le nord de la France, peut-être qu'on parle moins fort que dans le sud. Je ne sais pas. Disons qu'on parle peut-être moins, déjà. On parle moins, oui. Non, oui. Ça, c'est sûr. Alors, autre question, Jean-Charles Bouchou. On parle souvent de la violence conjugale, donc des hommes qui sont violents, qui vont jusqu'à tuer les femmes. Il faut quand même rappeler, en effet, une femme tous les 3 jours, pratiquement, meurt sous les coups d'un Alors de son qu'un homme conjoint. ne meurt qu'une fois tous les 15 jours. Oui. Donc il y a une vraie différence. Est-ce que c'est dû parce que les hommes sont naturellement plus violents ? Je ne le crois pas, enfin j'espère que non. Je pense que la violence est inhérente à l'être humain. Je pense qu'elle ne s'exprime pas de la même façon chez un homme et chez une femme, évidemment. C'est plus facile d'être violent physiquement quand on est un homme que quand on est une femme. Des hommes battus, il y en a, ça existe, j'en ai rencontré, mais c'est quand même assez rare. Moi aussi, oui. On pourrait penser que les femmes peuvent être plus facilement violentes dans la parole, ou dans le fait de mettre en place des situations insupportables. Mais la violence est en moi, d'abord, avant toute chose. Et c'est important de repérer la violence que nous avons en nous et quel chemin nous sommes prêts à prendre pour pouvoir exprimer cette violence sans la déverser sur l'autre. Alors déjà, oui, je suis d'accord, on a tous une violence en nous, plus ou moins bien sûr. Mais alors, pourquoi certaines personnes vont la déverser sur l'autre ? Parce qu'ils sont pas bien, parce qu'ils ont eu des enfances désastreuses. Oui, alors ça, sur l'enfance, c'est bien que vous en parliez, parce que j'entends souvent des victimes me dire qu'ils sont dans une forme de déni en fin de compte. Oui, mais vous savez, le pauvre ou la pauvre, il a souffert au cours de son enfance. Moi, je suis pas d'accord. Effectivement, qu'on ait souffert dans son enfance ne nous donne pas des droits. Ça peut expliquer, effectivement, mais ça ne donne aucun droit. J'ai pas le droit d'être violent avec les autres parce qu'on a été violent avec moi quand j'étais enfant. Donc il va falloir trouver une autre solution. Il va falloir trouver le moyen d'en sortir. Et ça ne doit en aucun cas être une excuse. Alors donc, moi j'ai toujours tendance à dire que la première chose que devrait faire une société, c'est de protéger les enfants. Si on évitait la violence sur les enfants, on avancerait beaucoup et sur la violence à la télé, conjugale. Mais ça c'est encore un autre sujet. Oui, bien sûr, il faut protéger les enfants. Et là encore, alors, je vais vous emmener ailleurs, parce que je suis pas fan d'une loi qui interdit que l'on frappe les enfants. Alors, quand je dis ça, souvent on me dit, donc on peut frapper les enfants. C'est pas du tout mon propos. Mon propos, il est autre. Mon propos, il est qu'il devrait y avoir un débat à l'intérieur de la société. Or, à chaque fois que le législateur pose une loi, il empêche le débat. C'est une amie institutrice de maternelle qui m'a dit ça. Elle m'a dit, dans le temps, vous aviez des parents qui venaient et qui disaient, vous savez, vous pouvez le frapper s'il est pas sage, nous on le fait à la maison. Et alors là, la maîtresse discutait avec les parents en essayant de leur faire réfléchir à d'autres solutions que la violence physique. Elle me dit, depuis que la loi est passée, plus personne ne me dit ça. Je suis pas certain que ça a arrangé grand chose à la maison, mais je suis certain que le débat est clos, on ne peut plus en parler. Oui, je suis assez d'accord avec vous parce qu'encore une fois, on a débattu dans cette émission justement sur la question de la fessée des enfants. J'ai eu des témoignages de parents et ça nous a permis ensemble d'essayer d'un peu avancer. Mais c'est le petit village gaulois, cette émission. Ça, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, mais c'est pas la France entière, évidemment. Bon, en tout cas, le petit village gaulois, il vous propose aujourd'hui de parler de violence conjugale. Vous n'hésitez pas à nous rejoindre. 0826 300 300 sur Sud Radio, on vous attend. Lidl.fr 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous parlons de violence conjugale aujourd'hui avec Jean-Charles Bouchou, psychanalyste, et vous, bien sûr. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie de témoigner. C'est ce qu'a fait Diane. Bonjour Diane. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Diane. Bonjour. Oui, je venais un peu témoigner aujourd'hui car je voulais dire aux femmes que la violence conjugale, c'était évidemment la violence physique, mais aussi la violence morale. Et moi, je viens d'en sortir de tout ça. J'étais avec un pervers narcissique jusqu'à fin juillet. Donc vous voyez, c'est tout frais. Ça a été compliqué, mais je m'en suis sortie. Et vous étiez avec lui depuis combien de temps ? Ça faisait que 2 ans et demi. Mais en 2 ans et demi, ça fait pas mal de ravages. Oui, déjà, oui. Ouais, 2 ans et demi. Et aujourd'hui, voilà, je m'en suis sortie et puis et je voulais témoigner en disant que voilà, c'est possible de s'en sortir
et qu'il faut pas hésiter à aller demander de l'aide, en parler, parce que souvent les hommes violents, comme les pervers narcissiques, ils ont tendance à vous enlever de votre nid, à vous enlever de votre famille, de vos amis. Et puis, moi, c'est ce qui s'est passé. Il a commencé par ma famille tout doucement, puis mes amis, et puis après mon cheval. Je pouvais même plus, des choses simples de la vie que je pouvais plus faire. Votre cheval, c'est insupportable, Diane. C'est insupportable, on est bien d'accord, Brigitte. Je lui ai dit, mais lui, il n'a rien demandé, en fait. J'ai dit, pourquoi j'ai plus le droit d'aller le voir? Ah oui, mais il était entre vos cuisses, donc c'est pas possible. Exactement. Alors, comme vous dites, et puis autour de moi, il pouvait y avoir des personnes qui pouvaient lui dire, bien sûr. mes amies cavalières qui pouvaient me dire, attention, Diane, il est peut-être pas bon pour toi, donc c'était terrible. Ça a commencé par la violence psychologique. Alors, je suppose que ça a d'abord commencé parce qu'il vous a ébloui et que vous étiez un peu tombée amoureuse de lui, non? Au départ. Tout à fait, tout à fait. En fait, pour expliquer, moi, j'ai perdu un conjoint 3 mois avant. Donc j'étais un peu... partie en live, vraiment. Oui, bien sûr. Ouais, fragilisée, voilà, oui, exactement. Bien sûr. Et puis, c'est annoncé un peu comme un chevalier sauveur, un beau prince. Puis, c'est avéré que pas du tout. C'est pas du tout un beau prince. C'était plutôt le contraire. Donc, ça a commencé tout doucement, effectivement, tranquillement, à venir chez moi, puis s'installer chez moi. Je vais pas demander, me dire, mais ta famille, elle comprend pas, c'est pas possible, etc. Alors, je suis fusionnelle avec ma famille, donc c'était un crève-cœur. Après, c'était mes meilleurs amis. C'était, voilà. Puis après, ça a été en crescendo, donc une petite escalade du côté psychologique, où il va dire que finalement, sans lui, je suis rien, que dans la vie, je suis rien, que quand il m'a ramassé, comme s'il m'avait ramassé comme dans la rue. Et j'ai dit, mais enfin, avant toi, j'existais. Et en fait, non, il va faire un petit bourrage de crâne. Puis, tout doucement, tranquillement, ça vient en violence physique. C'est une paire de claques. Ah oui, quand même, oui. Mais qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience à un moment donné que vous aviez affaire à quelqu'un de pervers? Alors, déjà, moi, au bout d'un moment, je reprenais un peu du poil de la bête quand même. Et donc, je voyais ce qui se passait, sauf que je me suis dit, ça va passer. Bon, et finalement, ça passait pas. Et puis, ça a été une avalanche. Ça a été de plus en plus violent. Physiquement, effectivement, c'est tiré par les cheveux, traîner, jeter sur le canapé, prendre au niveau des poignets ou des bras. Jamais sur le visage, pour ne pas que, quand même, sur mon travail, ça se voit. C'est jamais. Mais sur les bras, ça a été comme ça. Puis après, un jour, il m'a dit, je vais m'en prendre à ton fils. Et là, c'est moi qui m'en suis prise à lui. Ça a été le déclic. Je saute au cou. Je l'ai pris au cou et là, je me suis dit, mais c'est moi qui vais partir en prison avec ces bêtises. Et puis, j'en ai beaucoup discuté du coup au travail. J'ai changé de travail. Il a détesté le fait que je change de travail. Et là, je lui ai dit, non, mais je crois que t'as pas compris. Pour le coup, t'as pas le choix. Je change de travail. C'était des appels sans arrêt. Enfin, c'était un enfer. Et puis j'en ai parlé un peu autour de moi. Et puis j'ai entendu, comme si un peu l'univers s'était mis à m'aider. D'un seul coup, j'ai entendu que des personnes qui m'ont dit, mais Diane, tu n'es pas seule. Et je l'ai entendu en boucle pendant 15 jours. Tu n'es pas seule, ça va aller, on est là pour toi. Chose que ça faisait 2 ans que j'entendais plus, hein, évidemment. Et un matin, il avait été violent avec moi. Un matin, je suis arrivée à mon travail. J'ai téléphoné à ma responsable et elle m'a dit non, tu sais quoi, là tu vas aller chez le médecin, tu vas te faire constater. Et l'après-midi, j'ai fait appel à la police pour qu'il le fasse partir de chez moi. Donc le déclic a été compliqué, j'ai porté plainte. Et donc je suis allée jusqu'au bout de la plainte, il a été convoqué, etc. Mais normalement j'ai un caractère fort. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, le mal psychologique, c'est encore pire que la violence psychologique, c'est encore pire que la violence physique réelle. Je pense que j'aurais préféré qu'ils m'en mettent une parce que pour le coup, je mesure 1m80, je pense que je l'aurais gentiment répondu et qu'au moins je me serais un peu défoulée. Mais... Oui, enfin en même temps, c'est souvent malheureusement avec de la violence physique qu'on en arrive à se retrouver la tête fracassée contre un meuble.
Donc on peut pas dire ça non plus, Diane. Hein. De toute façon, Non, c'est vrai. La violence est insupportable. Je crois que c'est important de le dire. Mais j'entends bien que la violence. Je crois que la violence psychologique, elle est plus sournoise parce que du coup, on la subit sans accepter de reconnaître que c'est de la violence. Hein. Peut-être Jean-Charles Bouchou. Oui. Il y a toute une série qui s'est enchaînée. Là, j'écoutais la première violence que Diane subit, c'est l'isolation. C'est-à-dire qu'on lui dit, voilà, tes parents, ta famille, tes amis, je ne les aime pas et tu dois t'en éloigner. Et effectivement, l'analyse de Diane est excellente, c'est que le tiers, c'est-à-dire l'autre, pourrait renvoyer l'aspect anormal de la relation. Après, ça a suivi à la séduction, puis il y a énormément de dévalorisation. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que c'est quand le fils est en danger que Diane réagit. C'est-à-dire qu'il est là le tiers, celui qu'on n'a pas pu isoler. Celui qu'on n'a pas pu mettre au dehors. Ah, donc, bien sûr. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est important et c'est pour ça que le travail que nous faisons ici à l'antenne ou dans les livres ou en conférence est extrêmement important parce que c'est nous qui nous posons en tiers et en disant à un moment donné ce que vous vivez est anormal. Et ce serait bien d'arriver à réagir avant que il y ait un tiers comme un enfant. On réagit pas pour les enfants, il faut d'abord réagir pour soi. Parce que la personne importante dans l'histoire, Diane, c'est vous. Oui. Votre enfant aussi, bien sûr. Hein. Mais vous d'abord. Comme disait ça, c'est un peu ce que je travaille en ce moment. Mais voilà. Puis j'ai écouté beaucoup vos émissions aussi, hein, Brigitte, souvent avec des invités très intéressants. Et plusieurs fois, je me suis reconnue et je me suis dit, mais mince. Mais en fait, j'avais pas la force. Étonnamment, j'avais pas la force. Je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Mais tellement dévalorisée que je m'étais dit, je ne vais pas y arriver. Mais il faut que je fasse partir et Diane, en plus, si j'ai bien compris, vous aviez perdu votre conjoint. Enfin, c'est ça. Donc vous aviez eu un deuil qui était quand même encore aussi sans doute fragilisant. Hein. Bien sûr. Il y a un moment de faiblesse qui fait qu'à un moment donné, on laisse plus facilement pénétrer les autres. Oui. On est plus fragile. Et puis j'ai pas vu la noirceur à ce moment-là, forcément. Moi, j'étais vraiment dans un état. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et il est rentré dans ma vie dans un moment où peut-être en temps normal il serait pas rentré, bien qu'à mon avis, je sais pas comment j'aurais réagi. Et puis je veux pas refaire le monde, mais c'est vrai que c'est incroyable de voir cette violence psychologique, je l'entends encore quand je parle avec les autres. J'ai toujours sa voix dans ma tête et je me dis c'est normal, hein, ça fait pas assez longtemps, hein, donc il faut du temps pour se reconstruire, il faut du temps pour se redonner confiance. Pour pouvoir à nouveau aller vers un autre homme, hein. Mais là pour l'instant ça fait même pas 2 mois, hein, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça exactement. Ouais. Oui, même pas 2 mois, ça fait 2 mois. Ouais, c'est ça. Oui, là, mais je cherche pas à aller vers un autre homme. Là, je cherche juste à me reconstruire. Je me doute, j'avais bien entendu. Je cherche juste à me reconstruire, mais voilà, je cherche pas spécialement. Je veux juste essayer de me reconstruire et c'est compliqué de se dire. De voir les dégâts, en fait. On s'y attendait pas et c'est une fois qu'il est parti, que je l'ai fait partir, plutôt, que je me suis dit, mais j'ai de gros dégâts, en fait. Je n'y attendais pas. Qu'est-ce que ce serait le pire pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous diriez? Quand vous parlez de dégâts, quel est le dégât le plus difficile qu'il a fait chez vous? J'ai plus confiance en mon jugement. Parce que je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, je l'ai laissé rentrer dans ma vie et parce que je suis attirée par ce type de personne? Et en fait, non. Voilà. Alors là, je peux vraiment vous rassurer parce qu'en règle générale, quand on s'est fait avoir une fois par un vampire, hein, allez, on va l'appeler comme ça, en règle générale, ensuite, tout de suite, on repère. Hein. Alors franchement, ça, là, je peux. Effectivement, ça m'aide franchement dans. Oui, franchement, parce que les quoi qu'on en dise, Jean-Charles Bouchou, vous êtes peut-être pas d'accord avec moi, vous avez le droit, hein, mais quoi qu'on en dise, ces personnes-là, il y a quand même des signes qui les trahissent. Ouais, souvent j'entends dire au début je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et puis rapidement on met je sais pas pourquoi on met le mouchoir par-dessus, on n'en tient pas compte, on rentre dans une forme de déni. Alors peut-être pour être pleinement ouvert à la séduction, parce que ce sont des personnes qui au départ sont très séductrices, hein. Alors oui, et puis je pense que je me dis que je voulais prouver aussi un peu à tout le monde
que ça allait bien, que j'allais mieux et que donc du coup j'étais capable de retrouver. Et puis c'était un très bel homme, très intelligent. Donc forcément au début dans la séduction, on est flatté. On est conquise, bien sûr. Voilà, on est conquise exactement. Mais voyez, Jean-Charles est d'accord avec moi, donc faites-vous confiance. Vous retomberez pas sur ce genre de personnes. Vous avez été vacciné, comme on dit. D'accord ? Merci Diane en tout cas, et puis caresse à votre cheval. Allez, on se retrouve dans un instant et on accueille Julia Palombe, notre Sexy News. Projets vont plus loin. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Jean-Charles Bouchou, on évoque la violence conjugale avec vous, bien sûr. À partir de quand commence-t-elle ? Comment s'en sortir ? Si vous avez l'impression peut-être de subir un peu de violence dans votre couple, eh bien n'hésitez pas à nous appeler et puis on vous écoutera et puis on vous dira, on essaiera en tout cas d'avoir un avis impartial. Lynn, pour l'instant, est avec nous. Bonjour Lynn. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Bonjour Lynn. Jean-Charles est avec nous, Jean-Charles Bouchou. Bonjour Jean-Charles. Donc vous avez connu cette situation, je crois. Oui, tout à fait. C'était il y a 10 ans et ça a duré pendant 5-6 ans en l'occurrence. Ça s'est terminé effectivement, si on peut dire, il y a 5 ans. Et en réalité, on n'en sort jamais complètement, surtout quand il y a des enfants en jeu, quoi. Donc voilà, ça a commencé. Et pourquoi vous dites on s'en sort jamais ? Parce que vos enfants sont les enfants de cet homme ? Oui, tout à fait. Donc malheureusement, c'est un peu le débat aujourd'hui dans ces grenelles sur les violences, la législation, la façon dont c'est géré par un certain nombre de professionnels font que, en réalité, on n'en sort pas en fait de cette violence, de cette peur qui est générée en fait. Et puis voilà, on a toujours une épée Damoclès en fait sur la tête. On se retrouve aussi dans des situations complètement incohérentes par rapport à la posture que des psychologues par exemple préconisent dans ce genre de situation. À savoir de prendre de la distance avec ces personnes toxiques en fait qui essaient de nous démolir concrètement, psychologiquement, physiquement, matériellement, financièrement parlant. Et en fait on reste accroché puisque il y a des autorités parentales qui sont maintenues, il y a des droits de visite et en fait comme on entend beaucoup dans beaucoup de cas, et puis moi ça m'est arrivé de façon très concrète aussi, la violence elle continue à travers le droit de visite, à travers le droit de garde, à travers les enfants, voilà quoi. Ce sont quand même des individus qui ont des pathologies, ce sont des psychoses blanches. Alors personne ne le voit autour de vous. Et en fait, vous vivez une espèce de cauchemar invisible et ça peut continuer pendant des années, même quand il y a une séparation physique, quoi. Donc aujourd'hui, vous êtes en garde partagée, c'est ça ? Alors, je suis pas en garde partagée. Mon ex-violent, on va dire, a un droit de visite et d'hébergement et ça lui est déjà arrivé de continuer en fait ses agressions à travers ce droit, et puis l'enfant devient en fait plus un otage et un outil entre guillemets pour continuer à vous mettre de la pression psychologique, puisque l'enfant aussi. Attendez, Lynn, qu'on essaye de qu'on comprenne bien et qu'on puisse éventuellement vous aider. Vous voulez dire que donc il a le droit de visite, mais il n'a pas le droit de visite de manière inattendue. Non, pas du tout, pas de façon inattendue, mais la façon dont les choses sont exercées, la façon dont elles sont gérées au quotidien. En fait, le harcèlement continue, puisque ça commence par du harcèlement moral, en fait. Oui, non, mais j'entends bien. Mais parce que vous pourriez peut-être déjà vous arranger pour que quand ils viennent chercher les enfants, vous ne soyez pas seul. Oui, justement, moi, je me suis fait agresser justement par rapport à ça. J'ai essayé en fait déjà de ne pas le voir physiquement. À travers le droit de visite et de garde, puisque c'était quand même ça la dernière chose à laquelle il se raccrochait. Et en fait, moins il me voyait, et plus il s'énervait, et plus ça devenait problématique pour les personnes, puisqu'il refusait en fait
toute personne qui faisait l'interface pour récupérer l'enfant. Voilà. Donc en fait, il jouait avec ça. Il disait je la laisse pas, je reviendrai dans 1 heure, en vous mettant la pression justement pour vous obliger à être à sa disposition, etc. Donc en fait, il y a encore plein de choses dans notre système, dans nos lois qui font que on n'est pas complètement cohérent. Oui, mais Lynn, encore une fois, les lois, elles sont en effet très, comment dirais-je, très dépourvues d'affect et parfois même très dépourvues de psychologie. Je suis d'accord avec vous. Sauf que vous pouvez très bien, à ce moment-là, faire constater par des personnes tierces ce qui se passe. Et à mon avis, ça a été fait. Parce c'est ça, que vous continuez. Il faut continuer. C'est ça, il faut continuer votre combat. Sauf que malheureusement, les plaintes, elles prennent des années je sais bien, elles sont traitées. Et entre-temps, les enfants grandissent, le mal continue à être fait. Oui, les enfants subissent aussi. Continue. Oui, et puis les enfants subissent cette violence. Mais complètement, ils sont violentés aussi. Donc voilà, en fait la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que même quand on veut en sortir, parce que déjà il faut comprendre le problème, donc ça nous met un certain temps pour se dire vraiment là je suis dans une situation où il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose de fond, il y a un problème. Ensuite, faire arriver à mettre fin à cette relation, c'est déjà une étape. Oui, mais j'entends bien. Ensuite. Qu'est-ce qui a été l'élément déclenchant au bout de 5 ans qui fait que vous avez voulu arrêter la menace de mort à mon encontre et à celle de mes enfants. Exactement pareil que pour le premier entretien. C'est l'enfant. C'est une fois que l'enfant est pris comme otage que la maman réagit. Ça a été le déclic, quoi. Quand j'ai vu ma fille hurler à travers la pièce et de demander à son père de me lâcher alors qu'il me faisait tomber la bibliothèque dessus, qu'il avait cassé mon téléphone à travers la pièce, etc. Et qu'il a commencé à me menacer de mort et à menacer mes enfants. Et là, j'ai dit stop, c'est aller trop loin, quoi. Donc voilà. Donc on est parti en étant escorté par les gendarmes. Et là encore une fois, tout est très mal fait, malheureusement. On voit à quel point. Mais alors, Lynn, malheureusement, on va pas. C'est pas nous, Jean-Charles et moi-même, qui avons le pouvoir de changer la société. Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait, par exemple, vous, qu'est-ce que vous aimeriez? Écoutez, je pense qu'il faudrait vraiment que déjà on forme les professionnels qui accompagnent les personnes dans ce genre de situation difficile. C'est-à-dire les gendarmes, les gendarmes, les avocats, les assistants sociaux, certains psychologues aussi ne sont pas du tout formés. Enfin, il y a très très peu finalement. C'est-à-dire, vous avez le sentiment que c'est compliqué pour que les gens vous croient, c'est ça? C'est compliqué à toutes les échelles. C'est compliqué, déjà pour qu'on prenne vraiment ce problème au sérieux, parce que c'est une violence domestique. Et en fait, la plupart du temps, les gens ne comprennent pas l'urgence, parce que c'est une menace qui plane, mais tant qu'il n'y a pas d'effet dramatique, ils estiment que c'est ça, tant que vous n'êtes pas morte, voilà. Vous n'êtes pas en danger, quoi. C'est à peu près ça l'idée. Voilà. Et donc ça faisait combien de temps, Lynn, que vous subissiez cette violence Ça a duré 5 ans, 6 ans, quand même. Avant que vous décidiez de partir. Après, j'ai essayé de partir plusieurs fois, en fait. Et qu'est-ce qui vous en a empêché de partir? En fait, parce que c'est ça, les vrais. Au début, c'est les amis qui disent mais en final, c'est pas si grave s'il a balancé une assiette par la fenêtre. Il était en colère ce jour-là. C'est pas quelque chose de dramatique. Ça remet pas en question un couple. Alors du coup, vous restez, vous dites si tout le monde trouve ça pas si grave, c'est sûrement que c'est pas si grave. Après, il y a la famille, parce que les gens sont pas avec vous au quotidien. Ils se disent c'est dommage, etc., etc. Parce que encore une fois, c'est beaucoup les apparences quand on est dans ce genre de situation. Alors moi, ce que j'entends, vous voyez, Lynn, et je vous remercie de dire tout ça. Ce que j'entends, et c'est un peu ce qui m'a donné envie de faire ce sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai tabou dans la société à tout niveau, au niveau de sociétal certes, mais au milieu familial, etc. On ne veut pas entendre que la violence conjugale, elle est
elle est peut-être chez notre voisin, chez quelqu'un de notre famille. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Charles Bouchou ? Oui, le déni, il est partout. Le déni, il est chez le bourreau, il est chez la victime, il est chez l'entourage. À un moment donné, vous dites, c'est pas nous qui allons changer la société, je crois pas qu'on en ait vraiment le pouvoir, mais on peut y participer. Je trouve que le travail que nous faisons est aussi important, peut-être même plus important que le travail que font les gens qui sont dans l'exécutif, parce que nous prévenons, nous ouvrons les esprits, et je crois que c'est vraiment en amont qu'il faudrait arriver à travailler, idéalement, c'est-à-dire avant même que la justice soit saisie. Parce que regardez les deux exemples que nous avons eus, donc Diane et celui que nous entendons maintenant, Lynn, dans les deux cas, elles disent, c'est quand mon enfant a été en danger que j'ai décidé de réagir. Alors s'il vous plaît, apprenez à vos enfants qu'ils sont des personnes importantes, que c'est normal de prendre soin de soi, mais comment pourrez-vous expliquer à votre enfant qu'il est normal de prendre soin de soi si vous ne prenez pas soin de vous ? Là, il y a un paradoxe. Donc, par nos émissions, par les prises de conscience qui vont avoir lieu, ça serait bien que les personnes arrêtent la relation avant même que les enfants soient atteints. Pourquoi ? Parce qu'elles vont se protéger elles-mêmes. Et vous aviez le Bouddha, je crois qu'on va en parler tout à l'heure, qui disait se protéger soi-même, c'est protéger les autres. Et là, on l'entend bien dans ce débat-là. Si vous vous protégez vous-même, vous protégerez votre entourage. Voilà, et peut-être que l'entourage doit aussi entendre, parce que je trouve ça fou que Lynn ait pas été entendue plus que ça, et ça aurait peut-être aussi fait des années de moins de souffrance pour elle et de souffrance pour les enfants, parce qu'encore une fois, les enfants ont vu tout ça et on auront certainement des séquelles, voire deviendront violents par eux-mêmes plus tard, puisqu'on sait très bien que souvent, derrière la violence, la racine de la violence, elle est dans l'enfance. Alors, la petite devinette du jour, et puis on continue à en parler avec vous sur Sud Radio, bien sûr. Pourquoi est-ce si important de se parler à soi-même? C'est toujours Philippe Geluc qui m'a inspiré mes devinettes cette semaine. Pourquoi est-ce si important de se parler à soi-même? Si vous avez une idée, vous nous la donnerez après les infos, Jean-Charles. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui le sujet de la violence conjugale. On essaye de comprendre à partir de quand ça commence et comment repérer justement les indices qui laissent à penser qu'on est dans une relation donc peut-être pas forcément perverse, mais en tout cas violente. Jean-Charles Bouchou est avec nous, auteur de nombreux livres, psychanalyste. Le dernier, c'était Chevaucher le dragon aux éditions d'Hervy, je crois. Oui, c'est le plus récent. Le plus récent, en tout cas, oui. Alors, la devinette du jour, c'est Philippe Geluc, le fameux auteur du Chat, qui dit qui dit que c'est très important de se parler à soi-même. Pourquoi ? Je n'en ai aucune idée. Pourtant, c'est tout simplement parce qu'au moins on est sûr qu'il y a quelqu'un qui nous écoute. Ah oui, c'est vrai. Voilà. On va continuer maintenant avec Laura, qui est avec nous. Bonjour Laura. Bonjour. Merci d'être avec nous, Laura. Vous voulez réagir également, vous avez été victime, vous, de violences entre 2013 et 2018, c'est ça ? Oui, tout à fait. J'ai été victime d'une tentative d'assassinat en 2018, l'année dernière. Par votre compagnon avec qui vous étiez donc déjà depuis quelques années, c'est ça ? Tout à fait. J'ai subi 5 années de violence conjugale. Donc au départ, en fait, tout est idyllique, tout est beau. Cet homme, j'ai cru que c'était l'homme de ma vie, le prince charmant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les violences, au départ, c'est beau, c'est idyllique. Et au départ, je pense, en fait, avec le recul, ça a commencé par des violences psychologiques. Déjà, ils font le vide autour de vous. Vos amis hommes, femmes, en fait, au fur et à mesure, ils font en sorte de vous couper les liens. Donc ça aussi, ça doit être un signe quand vous voyez que la personne, elle vous empêche de voir votre meilleur ami, de sortir avec vos collègues. Déjà, ça, c'est un petit signe. Alors au départ, on prend ça pour de la jalousie, ce qui pourrait être vrai dans certains cas. Aussi, quand ils essayent d'éviter de voir votre famille. Et alors on accepte peut-être aussi parce que comme on est amoureuse et en fait, on est amoureux. Mais en fait, vous vous rendez pas compte au départ puisque vous ne voyez que par cet homme aussi. Le soir, vous rentrez du travail, vous avez envie de voir cet homme. En fait, vous êtes tout le temps avec cet homme. C'est ça. C'est comme si vous étiez dépendante de lui. Et c'est ça, vous ne voyez que par lui. Et au départ, vous vous rendez pas compte qu'il fait le vide inconsciemment autour de vous. Ensuite, inconsciemment, ça c'est pas sûr. Il le fait certainement assez consciemment. Oui, non, je parle pour moi, en tant que victime. Ah non, je parle lui. Ah oui, lui, c'est très bien ce qu'il fait. Mais nous, en fait, on s'en rend pas compte. Ensuite, il y a les premières bousculades, les premières gifles. Alors moi, c'était souvent au départ sous l'emprise de l'alcool.
Il était alcoolique en plus, oui. Il buvait beaucoup. Mais à chaque fois on se dit bon bah voilà, on était en soirée, il a bu un peu trop, c'est de ma faute, c'est de la faute de l'alcool. Et le lendemain, il s'excusait. Et du coup, je pardonnais à chaque fois. Ensuite, jusqu'à arriver à des violences plus graves au bout de 7, 8, 9 mois, des étranglements à répétition. Au bout d'un an, j'ai eu la première intervention de police. Où là, pareil, il m'a giflé à plusieurs reprises, il a essayé de m'étrangler, les voisins sont intervenus. Et là, j'étais comme paralysée, j'avais peur, la police est venue, il n'y a pas eu de dépôt de plainte, il n'y a strictement rien eu. Et là, je pense, alors c'est plus facile aussi à dire qu'à faire, s'il y a une intervention de police et que les voisins appellent, là, en fait, on devrait partir. Mais j'ai pas eu la force de partir, ni de le quitter. Et pas la force parce que déjà un peu détruite, j'imagine. En fait, il vous vide de votre substance, oui. Oui, c'est ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le profil aussi des victimes, contrairement à ce qu'on peut penser, souvent c'est des filles, des femmes qui sont pleines de vie, qui sont joyeuses. Et en fait, c'est comme un vampire, il vous insuffle toute votre énergie. Moi, j'avais plus confiance en moi parce qu'il me rabaissait. Et pourtant, je travaillais, il me rabaissait tout le temps. T'es moche, t'es qu'une merde. Il me rabaissait tout le temps. Et en fait, j'avais plus du tout aucune confiance en moi. Et moi après, alors j'ai quand même réussi à le quitter, mais ce qui paraît étonnant, Laura, pas pour moi parce que je connais bien le processus et Jean-Charles Bouchou aussi, mais pour ceux qui nous écoutent, ce qui paraît étonnant, c'est que vous dites que vous êtes plutôt une femme qui a confiance en elle, qui a une personnalité. Comment au début vous pouvez accepter qu'ils vous disent tu es moche? Parce que en fait, lui par exemple, il me comparait, si vous préférez, à des hôtesses quand on était au salon, donc forcément des femmes qui sont grandes, des mannequins, et en fait on les croit ces hommes. C'est ça peut peut-être paraître surprenant, mais en fait on les croit, ils vous rabaissent tellement, forcément quand vous faites comparer, à des femmes. Oui. Non mais c'est ça aussi, donc faut voir en fait le contexte, comment c'est fait, les premières fois, comment vous êtes rabaissé parfois même devant du monde, et en fait au fur et à mesure, à force de vous le dire, parfois vous croyez aussi cet homme, t'as pris 1 kilo, t'as pris 2 kilos, t'es trop grosse, et c'est ça, ils vous rabaissent en fait au fur et à mesure. Et Jean-Charles Bouchou, ils ont cette intuition de savoir ce qu'ils peuvent dire pour toucher juste. Ils vont trouver votre faille, ils vont s'engouffrer dedans. Mais ce qui est intéressant de repérer, c'est qu'une fois qu'ils ont trouvé votre faille et qu'ils l'ont exploité, rapidement les reproches qui vous sont faits ne vous regarderaient pas. C'est-à-dire qu'on va vous reprocher des choses qui ne vous ressemblent pas, mais qui en fait, il ferait bien de s'attribuer lui. Je sais pas si ça vous est arrivé. Non, mais si, tout à fait ça. Parce que je suis jaloux, par exemple, alors que il va être jaloux de vous, alors qu'a priori vous êtes fidèle, mais lui, dans son esprit, il aimerait bien être infidèle. Et en fait, ce qu'il projette sur vous, c'est quelque chose qui lui appartient. On appelle ça une identification projective. En fait, vous l'avez très bien formulé, parce que alors ça, je l'ai su avec l'instruction criminelle. En fait, cet homme me trompait tout le temps. Donc moi, j'étais fidèle, et me reprochait tout le temps, des choses. Forcément, je travaillais. Vous savez, parfois, vous restez un peu plus tard, vous parlez avec vos collègues, et c'est vrai que j'avais des crises de jalousie. Mais ce qu'il faut vraiment entendre, Laura, et je vous redonne la parole, bien sûr, Laura. Excusez-moi de vous couper, mais c'est pour bien expliquer à ceux qui nous écoutent et qui essayent de ne pas rester dans des situations telles que celles que vous avez vécues, si c'était le cas. Ce qu'il faut bien comprendre, ce sont des personnes qui sont pas d'une extrême intelligence, ce sont des personnes qui au fond sont mal dans leur peau et se servent de vous pour survivre en quelque sorte. Ils tentent de créer une relation fusionnelle, c'est-à-dire qu'à deux on ne fait qu'un, mais en fait ils vont vous attribuer tous leurs défauts, ils vont se garder leurs qualités et aussi les vôtres. Ça ressemble à la schizophrénie, sauf qu'au lieu de se jouer à l'intérieur de la personne, ça se joue à l'intérieur du couple. Alors ils sont quand même, alors quand vous dites pas intelligent, je prends le cas de mon conjoint, c'était quand même quelqu'un qui était brillant, extrêmement intelligent, cultivé, qui est insoupçonnable aux yeux des personnes. C'est celui dont les femmes vont dire qu'il est extrêmement charmant, c'est le bon copain, c'est celui qui réussit très bien au travail. Donc il y a aussi un profil d'hommes aussi qui sont insoupçonnables et parfois indétectables. C'est ça aussi qui est très compliqué. Et plus le milieu est élevé et plus la perversité aussi est grande. Alors en tout cas, plus elle va fonctionner. Oui, c'est ça, parce que forcément, ils sont insoupçonnables, on va dire, mais c'est pas possible. C'est ça aussi. Oui, bien sûr, mais je compare souvent le pervers narcissique à l'escroc. S'il n'est pas sympathique, il pourra pas se fonctionner, de toute façon.
Non, mais c'est tout à fait ça. Et après, en fait, aussi, et puis il y a un engrenage, parce qu'aussi, vous aimez ces hommes. Vous aimez, vous pardonnez. Et vous aimez quoi? En fait, le problème, c'est moi, quand j'ai rencontré cet homme, j'ai eu le coup de foudre. Si vous préférez, j'ai eu le coup de foudre. Vous dites, cette personne, c'est lui. Et en fait, inconsciemment, vous pardonnez parce que vous dites que vous allez retrouver les premiers moments, les premiers instants que cet homme va changer avec vous. Et vu qu'il avait une enfance difficile aussi, je lui trouvais des excuses. Je me dis, Alors, est-ce qu'on n'est pas aussi un petit peu du côté de la victime, du côté de la toute-puissance? C'est-à-dire, je vais le changer. Et puis après tout, il a eu une enfance difficile. Il y a aussi du déni. Est-ce que le fait qu'il ait eu une enfance difficile l'autorise à vous agresser? Non, non, avec le recul, non, c'est une explication. Pourtant, vous l'autorisez au départ. Oui, oui, mais parce que j'étais pas consciente, en fait, c'est avec le recul, enfin non, c'est pas du tout une excuse, mais moi, c'est des excuses, en fait, puisque je l'aimais, je lui trouvais des excuses, un petit peu, enfin, vous savez, le syndrome aussi de l'infirmière où je me disais, je vais le changer. Il va changer aussi avec moi. C'est moi, il m'aime, il dit que je suis la femme de sa vie. Faut peut-être aussi à chaque fois que je fasse plus d'efforts. Et puis ils ont cette façon aussi de toujours, vous savez, retourner la situation, de dire ah oui, mais aussi parfois c'est un peu de ta faute, tu l'as cherché. Oui, mais Laura, encore une fois, on comprend bien et on ne doute pas une seconde du calvaire que vous avez traversé et vous avez en effet été victime. Hein. Si on vous questionne un petit peu comme ça, c'est pour aider ceux qui nous écoutent. Hein. Surtout Oui, non, mais je sais. Hein. Mais surtout qu'on sent que vous avez, pour l'instant, vous avez quand même déjà fait un sacré bout de chemin depuis. Non, je crois que ce qui est important, en effet, c'est de bien se rendre compte que quand vous rencontrez cet homme, ok, vous êtes tombée amoureuse de lui, mais me semble-t-il, une fois encore, il y avait quand même assez vite des indices qui laissaient à penser que c'était pas le prince charmant dans toute sa splendeur. Oui, forcément, il y avait des indices, oui, ça c'est sûr, il y avait des mensonges, parfois il disparaissait la nuit, il y avait les premières bousculades, il y avait des humiliations, même si c'est pas tout de suite, vous voyez que c'est pas forcément régulier, c'est pas forcément tous les jours. Oui, c'est vrai qu'il y avait tous ces indices, en fait, déjà, un homme ne doit pas toucher une femme. Juste déjà une gifle, une bousculade, déjà juste ça. Juste, alors je sais que c'est toujours plus facile à dire, hein, donc, mais en fait, dès une bousculade, une gifle, on doit partir. On doit passer en fait à partir du moment où combien de temps a duré la vraie idylle, Laura? 3 mois? Non, après c'était comme je vous ai dit, on va dire peut-être 5 mois, je veux dire la première, on va dire plus 5 mois. Oui, c'est ça. J'aurais dit 6 mois, mais j'ai démarré en dessous pour pas vous influencer. Donc voilà, on voit bien que au bout de 6 mois déjà, il y a des signes. Alors moi, je voudrais rappeler à tous ceux qui nous écoutent qu'on ne s'installe pas définitivement avec quelqu'un avant 1 an. Ça serait déjà une leçon qu'on pourrait donner à tous ceux qui nous écoutent. Ne vous engagez pas réellement avec quelqu'un avant 1 an de vie, de vie. Ça serait déjà peut-être un bon conseil qu'on pourrait donner. Oui, c'est une bonne idée, mais vous avez entièrement raison. Parce que ce qui se passe, c'est que pour fabriquer, c'est-à-dire, il y a un mot anglais qui dit as if, faire comme si on était quelqu'un d'absolument charmant, ça coûte très très cher en énergie. Il faut planquer tous nos défauts et ne mettre en avant que d'éventuelles qualités, éventuellement même des qualités qui n'existent pas. Alors effectivement, au bout de 6 mois, l'énergie commence à manquer. Et c'est à ce moment-là, pour pallier, si vous voulez, à un manque de la personne, qui va commencer à vous agresser en disant « mais c'est toi qui es nul, en fait c'est de ta faute si ça marche pas ». Et on revient dans ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect fusionnel où à 2 on ne fait qu'un et puis au bout de 6 mois, vous êtes le vilain Mr. Hyde et moi je suis le gentil Jekyll, quoi. Donc ça fait vraiment penser à la schizophrénie. Ce sont des mécanismes de défense schizophrènes, mais qui, au lieu de se jouer à l'intérieur du sujet, comme chez le schizophrène, se jouent à l'intérieur du couple, et c'est vous qui en faites les frais. Vous êtes en fait un médicament. Vous vouliez être une infirmière et vous êtes retrouvé être le médicament. Ah mais c'est ça, mais c'est tout à fait ça. Et moi, je pense l'erreur quand vous disiez qu'il faut pas s'installer avec une personne au bout d'1 an, vous avez raison. Moi en fait j'étais quelqu'un de très indépendant, j'avais jamais vécu, si vous préférez, avec un homme. Enfin depuis mes 18 ans, je vivais seule, je faisais mes études. Et en fait c'est que cet homme en fait était en couple chez sa compagne et il l'a quitté. Et en fait il savait pas où aller, il est venu tout de suite chez moi. Et donc en fait ça a été fusionnel. Vous voyez, je pense que c'est ça aussi qui a fait l'erreur, c'est que tout de suite on s'est mis ensemble, ça a été très fusionnel. Comme si en fait je pouvais plus me passer de lui tous les soirs, et en fait c'est ça je pense qu'a fait, il a insufflé toute mon énergie en quelques mois. Bien sûr. Et ça je pense que vous avez tout à fait raison quand on dit qu'il faut pas s'installer avec une personne tout de suite rapidement. Alors je sais qu'on a beau dire ça
quand on est amoureux, quand on a le coup de foudre, ça peut arriver à tout le monde, mais ça, c'est vraiment une règle. Il ne faut pas s'installer avec une personne, avec un homme ou une femme au bout de quelques mois. Oui, et puis de toute façon, si c'est un coup de foudre, on verra au bout d'un an si ce coup de foudre se transforme en une relation amour, parce que le sentiment amoureux, ce n'est pas de l'amour. Il y a des tas de coups de foudre qui se terminent en eau de boudin, comme on dit. Ah oui, rapidement même. Donc c'est valable aussi, indépendamment même, bien sûr, de la violence conjugale. Je crois que vous aviez encore beaucoup de choses à nous dire sur le regard des autres, sur la manière dont justement la société réagit, Laura. Mais là, on va faire une petite pause et puis peut-être qu'une autre fois, on vous redonnera la parole parce que vous aurez certainement encore beaucoup de choses à nous raconter. Merci beaucoup, Laura. Je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. On se retrouve dans un instant avec notre Sexy News, Patrick Lemoine, qu'on retrouvera et qui nous parlera de Bouddha, que vous connaissez bien, je crois. Vous l'avez rencontré dans une vie antérieure. Oui, effectivement, on était copains. On va en parler dans un instant. Selon vrai. Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Alors Jean-Charles Bouchou, on accueille Patrick Lemoine, psychiatre. Alors un psychiatre pour nous parler de Bouddha, il n'y a que dans cette émission qu'on peut arriver à faire ce grand écart. C'est peut-être cette voie du milieu, comme le dirait le Bouddha justement. Bonjour Patrick Lemoine. Bonjour Brigitte. Donc c'est dans ce livre La santé psychique de ceux qui ont fait le monde aux éditions Odile Jacob que nous allons donc aujourd'hui parler de Bouddha, que Jean-Charles Bouchou connaît bien, me semble-t-il. Et oui, parce que j'ai écrit au sujet du Bouddha. J'ai écrit notamment un livre chez Dervy qui s'intitule « Transformer souffrance et colère en énergie d'éveil ». N'est-ce pas ? Alors, ça démarre mal pour lui. Il perd sa maman quand il a 7 jours. C'est ça, il était tout petit encore. Mais bon, à 7 jours, on n'est pas sûr qu'il ait vraiment réalisé, en étant Bouddha. Non. Et donc, protégé très longtemps par son père, il vit donc dans une sorte de on va dire de paradis. Oui, un cocon. Mais il faut bien expliquer que s'il était protégé, c'était à cause d'une prédiction. Parce qu'à la naissance des princes, il y avait toujours les astrologues qui prédisaient l'avenir, et il avait été dit que il partirait et quitterait le royaume et qu'il ne succéderait pas. C'est pour ça que son père a dit « Je vais le mettre dans un tel paradis, comme vous l'avez très bien dit Brigitte, je vais tellement le mettre dans du coton qu'il n'aura pas envie de partir. » Et donc c'est ce qui s'est produit pendant 25 ans à peu près. C'est ça. Néanmoins, il a quand même été marié. Un enfant, un fils. Oui, assez jeune. Et c'est là qu'il a eu son traumatisme. C'est ça. Donc là, il sort de son paradis. Voilà, il va faire une balade à cheval avec un de ses serviteurs, un chevalier. Et là, il a 4 traumatismes successifs. Pour lui, quand même, le monde, c'était les bisounours. Tout était bleu, tout était rose, tout était or aussi. Et puis, il rencontre la maladie, il rencontre la vieillesse, il rencontre la pauvreté, et il rencontre la mort. La mort. Il croise un vieillard, un pestiféré, une famille qui porte un cadavre, bref. Et là, tout d'un coup, le malheur lui saute aux yeux. C'est ça, il comprend que le monde n'est pas tel qu'il le pensait, et manifestement, ça l'a profondément traumatisé. Donc il rentre à la maison, dans son palais, et aussi sec, il fait une fugue terrible. Il quitte tout, il plaque sa femme, il plaque son fils. Alors, il faut savoir quand même qu'en Inde, même toujours aujourd'hui, c'est pas rare que des gens prennent la route, rentrent dans le chemin de l'ascèse. Ça arrive assez souvent des hommes d'affaires connus, riches. Ça fait presque partie du contrat de mariage que peut-être vers 50 ans, 60 ans, on va s'habiller d'immensité, c'est-à-dire se mettre nu et arpenter les routes dans l'extrême pauvreté. Donc il est parti et il a fait un bon épisode d'anorexie mentale. Le pauvre Bouddha était tellement traumatisé, alors j'ai pas pu l'interroger. Peut-être on pourrait demander à Jean-Charles, puisqu'il est un avatar de Bouddha, d'après ce que j'ai compris. Jean-Charles, oui, allez-y. Voilà, et s'il avait eu des cauchemars répétitifs et des flashbacks. Toujours est-il qu'après son épisode d'anorexie, qui a duré donc plusieurs années, je crois que c'est 7 ans, il était donc sous son arbre à être très maigre, et une jeune fille est arrivée avec un yaourt. Et là, au miracle, guérison, et il trouve la voie du milieu, et en réalité, donc, il guérit son état de stress post-traumatique par la résilience. Donc c'est une belle histoire qui montre qu'on peut se sortir par la sainteté au sens indien du terme,
d'un traumatisme, aussi fort est-il. Est-ce qu'on pourrait penser qu'il y a quelque chose de l'ordre de la toute-puissance chez l'anorexique et qu'en acceptant donc un yaourt ou un bol de riz, il renonce à cette toute-puissance et enfin il entre dans quelque chose d'autre qui va l'amener à l'éveil? Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Parce qu'effectivement, le problème des anorexies, c'est d'être des anges, d'être Bien en sûr. effet éternellement pures, éternellement lumineuses. Elles sont pas du tout suicidaires, elles sont très joyeuses, très dynamiques et toutes puissantes. Et elles font tourner en bourrique d'ailleurs leur famille et leurs pauvres thérapeutes. Bouddha, lui, était parti comme ça, probablement. Mais donc, un jour, une jeune fille a su le séduire avec son yaourt. Et là, en effet, vous avez parfaitement raison, il a pu rentrer dans cette voie du milieu et manger raisonnablement. Parce on voit des cultures bouddhistes où on le voit obèse en poussa, mais en réalité, c'est pas du tout dans le bouddhisme canonique, si on peut dire. Oui, il était très maigre. Oui, très maigre au début, Oui. puis après, il redevient avec Après, une dimension normale. Reprend le poil de la bête. Absolument. Oui, donc finalement, enfin c'est ce que vous dites, Bouddha, il a une santé psychique finalement plutôt bonne. Enfin, il est capable de rebondir, on pourrait dire. Dans mon livre, il n'y a que 2 personnages qui ont souffert d'anorexie, c'est Bouddha et Jeanne d'Arc. Mais par ailleurs, ce sont des personnages en réalité extrêmement sympathiques, dynamiques, charismatiques, directs, chaleureux. On ne sait pas si Bouddha avait de l'humour, mais on sait que Jeanne d'Arc en avait. C'est des gens qui vont plutôt bien, mis à part l'anorexie, sauf que Jeanne d'Arc, elle n'a pas eu le temps, la pauvre, de trouver la guérir voie du son milieu. anorexie. Exactement, non, la pauvre, elle a trouvé la voie du bûcher, alors que Bouddha, lui, a trouvé la résilience. Voilà, donc on peut continuer à s'inspirer de Bouddha, donc, d'après vous, Jean-Charles Bouchou et Patrick Lemoine. Je ne connais pas de contre-indication à ça. D'accord, on va continuer. on va méditer. Parce que c'est ça, c'est la méditation aussi, qui aujourd'hui est reconnue par les neurosciences, mais qui a longtemps été suspecte. Et on la conseille beaucoup d'ailleurs aux anorexiques. Merci Patrick Lemoine. La santé Merci, psychique Brigitte. de ceux qui ont fait le monde, c'est aux éditions Odile Jacob, si vous voulez redécouvrir tous ces grands qui ont fait le monde. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio, bien sûr, avec vous au 0826 300 300. N'hésitez pas à venir vous aussi donner votre avis, témoigner ou peut-être poser des questions à Jean-Charles Bouchou. À tout de suite. Ça, c'est du couteau. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaye, Sud Radio. Le Love Conseil. Alors Jean-Charles Bouchou, on va parler du toucher. Notre premier récepteur, c'est la peau. Oui. On est recouvert de peau et il y a énormément de terminaisons nerveuses sur la peau. Et pourtant, le toucher dans notre société, il est encore très peu valorisé. Et pourtant, ce toucher, c'est une manière de communiquer. Je dirais même que c'est la forme la plus élémentaire puisque c'est par le toucher que commence la communication entre maman et le petit bébé. Et c'est peut-être ce qui empêchera les violences à venir. Je vous expliquerai après pourquoi si vous avez Avec 2 minutes. Volontiers, on aura même plus que 2 minutes. Donc la façon dont on touche, dont on se touche, dont les gens se touchent, elle est révélatrice de nos liens et également de notre culture. Donc vous pouvez par exemple essayer d'observer un peu les gens dans les lieux publics. Vous verrez si ce sont des amis, si ce sont des amants, des étrangers ou des ennemis. Si vous avez 2 personnes qui sont dans un restaurant l'un à côté de l'autre, il suffira de regarder la manière dont ils se touchent, s'ils ne se touchent pas évidemment, ou s'ils se touchent, etc. À signaler également la partie du corps qui est touchée. Éventuellement, on va accepter qu'un étranger nous touche le bras, mais par exemple, les femmes n'accepteront pas qu'on leur touche la cuisse. Ce sera considéré comme un mini-viol, pour faire allusion à ce que disait Julia Palombe tout à l'heure, alors qu'une femme acceptera éventuellement qu'on lui touche le bras. Mais personne... Et ça, c'est très intéressant à remarquer. Personne n'accepte qu'on lui touche la tête, si ce n'est pas évidemment dans une relation d'affect. Toucher la tête de quelqu'un, c'est quelque chose de très intime. C'est le mettre en soumission aussi. Exactement. Ouais. Vous avez raison. Il y a ça aussi. On se place au-dessus de sa tête. Et on fait ça avec les enfants. Il faut peut-être y réfléchir. Voilà. En revanche, dans l'intimité, toucher la tête de son partenaire, le front, la joue, la bouche évidemment, c'est aussi une manière de créer du lien. Donc pensez vraiment quand vous
quand vous touchez quelqu'un, aux parties du corps que vous allez toucher, qu'est-ce que vous avez envie de toucher, c'est très révélateur de notre lien et je crois que c'est vraiment important de se le rappeler. Alors allez-y, je vous écoute. Ah oui, alors pour ce qui était de la peau, oui, si je devais déterminer qu'est-ce que mon moi, c'est quand même assez difficile à expliquer, à comprendre. Alors la première chose qui pourrait me venir à l'esprit, c'est, je vais dire, tout ce qui est en dessous de la peau, c'est moi. Tout ce qui est au-delà de ma peau, c'est non moi, ce n'est pas moi. Alors je vais me définir par rapport à une frontière. Mais évidemment, je vais vouloir aussi me définir psychiquement. Et psychiquement, quelle est ma frontière? Ma frontière, c'est juste ma capacité à dire non. Et c'est de ça que nous parlons depuis le début de l'émission. Et pour faire, donc, le non dit ma frontière, elle dit le contenant, ce qui est moi, mais évidemment, la capacité à dire oui aussi, et qui je suis, et qu'est-ce qui m'enrichit, va dire mon contenu. Alors, c'est tout le thème de l'émission. Je crois que la violence, elle arrive à deux moments. Elle arrive chez celui ou celle qui ne supporte pas l'idée que l'autre puisse dire non, c'est-à-dire qu'il se voudrait tout puissant et qui considère donc l'autre comme un objet qui doit lui obéir. Mais elle arrive aussi chez ceux qui n'arrivent pas à dire non parce que parfois l'autre ne le permet pas ou parce que l'autre va pas lui permettre d'exister en tant que sujet. Donc le problème, c'est vraiment un problème de sujet-objet. Et c'est à ce moment-là qu'interviennent généralement les violences, c'est-à-dire soit pour empêcher l'autre d'exister en tant que sujet, soit pour s'imposer ou tenter de s'imposer soi-même en tant que sujet. Intéressant. Donc, est-ce que vous avez l'impression d'être un sujet dans votre couple ? Exactement. N'hésitez pas en tout cas à venir témoigner sur Sud Radio. C'est ce que fait Claudine. Bonjour Claudine, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Alors moi je vous appelle pour deux choses, mon témoignage bien sûr, mais avant tout Brigitte, c'était vraiment pour vous remercier parce que j'ai eu le bonheur de vous avoir au téléphone il y a quelques années et je peux dire aujourd'hui que vous m'avez vraiment sauvé la vie. Mais sauvé la vie parce que il y a une prise de conscience qui des fois ne se fait pas dans notre quotidien et c'est ce que je voulais dire, c'est que la violence pouvait revêtir plusieurs formes et que je fais partie de ces femmes qui me pensaient suffisamment fortes pour ne pas tomber là-dedans, où je me serais permise à tort de dire celle qui se prend une baffe, si elle reste, c'est bien son problème. Voilà, j'ai pensé ça très bêtement pendant bien longtemps jusqu'à ce que ça m'arrive et évidemment je ne l'ai pas vu venir. Je n'ai même pas réussi à mettre le mot violence dessus et c'est vous qui m'avez fait prendre conscience puisque je n'en parlais pas, c'est assez compliqué dans ma vie sociale, professionnelle, etc. C'est pas le genre de choses que l'on raconte et vous m'avez vraiment fait prendre conscience que ce que je vivais c'était de la violence et vous ne savez pas ce qu'il faut dire puisque c'est allé ensuite vraiment crescendo jusqu'à cette violence physique où j'ai vraiment je me suis dit si ça se reproduit la fois d'après je vais mourir, c'est une évidence et je suis partie aujourd'hui, ça date d'il y a 4 ans et demi, je suis très heureuse, tout va bien, tout ça c'est derrière moi, ça laisse des séquelles, c'est une évidence. Mais voilà, mon témoignage c'était surtout pour dire que la violence peut avoir vraiment différentes formes, ça arrive petit à petit, on ne s'en rend pas compte. L'homme au départ est un prince charmant et il paraît qu'il n'existe pas, moi j'ai voulu croire qu'il existait et que c'était lui. Et puis petit à petit, eh bien on le perd et on finit par croire que j'ai fini par penser que c'était moi qui agissais mal, qu'effectivement, j'excusais peut-être le passé qu'il avait eu. Il brillait pourtant en société. Il avait, je me disais que c'était peut-être ses carences sentimentales, mais que peut-être trop haute estime de moi-même, j'ai pensé que je pourrais le changer. Ça n'a évidemment jamais été le cas. Je l'ai excusé. Je ne voyais pas forcément de violence, mais plus de désespoir de sa part. Et puis finalement, c'était de la violence, c'était carrément machiavélique. Et vous aviez utilisé vous m'aviez parlé de Shakespeare et d'Othello à ce moment-là, qui m'a permis effectivement de comprendre quelle en serait l'issue si je ne partais pas très très vite. Voilà, donc moi j'avais la chance de ne pas avoir d'enfant, d'avoir une autonomie financière, ce qui certainement devait lui poser quand même un grand problème et ce qui a accéléré sa violence parce qu'il fallait me détruire vite. Mais c'est pas facile à voir quand ce sont des gens respectables par ailleurs, qui brillent en société, qui vous font croire que vous êtes la femme la plus merveilleuse, que ça ne se reproduira jamais, et on y retourne et on est persuadé que ça lui a servi de leçon. Et... Alors ce qui est intéressant, Claudine, c'est que dans tous les témoignages qu'on a depuis le début, et vous le dites vous aussi, hein, au début, on est aveuglé, on est amoureuse, ça à la limite on comprend tous. Mais ensuite, c'est ce besoin de, comment dirais-je,
presque un peu de pitié. Je sais pas comment dire, Jean-Charles Bouchot. On sent des femmes qui, au fond, avaient presque envie de prendre sous leur aile cet homme qui avait subi peut-être une enfance difficile, etc. etc. On l'a déjà vu tout à l'heure. On a affaire à des infirmières. Mais qui, à la fin, en fait, compte, ne sont pas des infirmières, sont des médicaments. C'est pas du tout la même chose. Parce que une infirmière, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, pour être un sujet, une personne, pourquoi pas. En même temps, il va falloir choisir. On est soit thérapeute, soit conjoint. Ça, il faut beaucoup y réfléchir. Alors que le médicament, c'est juste un objet, quoi. On se décharge dans lui et puis voilà, quoi. Oui, c'est vrai que c'était complètement ça. Mais là où vraiment, je pense que je n'étais pas préparée, et les femmes ne le sont pas, heureusement, parce qu'on n'imagine pas à un moment donné dans notre vie être battue, malmenée, violentée par un homme. C'est vraiment de se dire que on ne s'en rend pas compte quand ils sont assez intelligents. On a toujours l'impression que le problème, c'est nous. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on pense que la violence, c'est se prendre une baffe alors qu'on n'a rien fait. Et ça fonctionne pas du tout comme ça. Puis il y a souvent une forte dépendance. Mais Claudine, merci d'abord pour tout ce que vous avez dit, ça me touche et ça me donne toujours à chaque fois envie de continuer. Mais est-ce que c'est parce qu'on ne parle pas assez dans la société que c'est pas normal d'être dénigré Est-ce que c'est parce que on ne dit pas assez aux femmes quand elles sont jeunes que il faut qu'elles se fassent respecter Moi, je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce qui est à la racine de... Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le besoin de législation. C'est vrai qu'on a besoin de lois fortes qui vont empêcher les personnes violentes de pouvoir agir et d'aller plus loin. Mais avant même ça, on a besoin de parler. Et on ne parle pas. Il y a peu de lieux de discussion. Alors moi, j'ai de la chance. Je sais pas comment ça se passe ici. À Montpellier, on a plusieurs associations qui se sont créées autour du droit des femmes, autour des violences, autour de l'immigration aussi, parce que j'ai une amie marocaine qui a envie vraiment de réunir des personnes de toutes origines pour pouvoir les faire discuter entre eux, justement pour éviter le racisme et les violences inhérentes. Alors ce sont surtout des femmes qui viennent pour l'instant, mais ce serait bien que le projet grandisse. Donc on a besoin de discuter, c'est-à-dire que on a vu tout à l'heure, et on le reverra encore, que les personnes partent à partir du moment où c'est un autre qui est en danger. C'était 2 fois, ça a été l'enfant. Si ces personnes, on leur avait appris, tu es quelqu'un d'important, tu dois te protéger toi-même, et te protéger toi-même, c'est protéger ton entourage, peut-être que si on les avait formées à ça, elles seraient parties beaucoup plus tôt, et qu'elles n'auraient pas subi ces violences. Donc, vive le débat, quoi. C'est tabou d'en parler autour de vous, bien sûr. C'est tabou parce que lorsque vous en parlez, c'est très clivant. Soit les gens veulent pas du tout en entendre parler. Mais si les gens n'ont pas envie d'en entendre parler, il faut pas leur en parler. C'est-à-dire, dans votre entourage, vous allez rencontrer des personnes qui n'ont pas envie d'entendre ça. Mais quel intérêt d'aller discuter avec eux? Essayez de rencontrer, et ça existe. Enfin, en tout cas, j'invite les personnes d'Aix-en-Provence ou de Montpellier d'essayer de me contacter. Je leur donnerai les coordonnées d'associations ou d'ateliers très intéressants qui permettent et qui aident à sortir de ce genre de problème. Et je suis sûr que ça existe autour de chez vous. Peut-être. J'ai vraiment eu la chance de pouvoir m'en sortir, mais je me suis souvent mis à la place des femmes qui ont des enfants avec des hommes-là pour lesquels il y a un lien au long cours. Moi, j'ai immédiatement j'ai fait un courrier au tribunal, il a été condamné. J'ai appris que c'était pas sa première condamnation. Entre-temps, je sais qu'il rôde encore pas mal. J'ai toujours peur de cet homme quelque part, bien que j'en suis complètement séparée de toute pensée. Aujourd'hui, je m'en veux même d'avoir aimé cet homme. Voilà, c'est une colère vis-à-vis de moi-même parce que je l'ai pas vu venir. Mais c'est vraiment pour dire que je pense que ça touche... mais si vous je veux dire, c'est toujours important aussi de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là vous avez aimé cet homme. Vous en vouloir, non, il faut pas vous en vouloir. Nous aussi, on a nos faiblesses, nos fragilités, nos besoins aussi d'idéal, de croire au prince charmant. Enfin, je veux dire, ça nous fait grandir. En revanche, les épreuves, oui, je pense que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, Claudine, c'est que entre la femme que vous étiez avant cet événement traumatique et celle que vous êtes aujourd'hui, je suis sûre que vous avez énormément grandi. Ah oui. Donc mais je ne vois plus les gens pareils non plus. Je reste... Il y a une méfiance qui s'est installée, vous voulez dire ? Oui, je reste généreuse dans mes relations. Mais je me méfie de tout le monde. Je ne donne plus de la même façon, alors qu'avant, je ne pensais pas une seule seconde que le mal pouvait exister
derrière les gens que je fréquentais. C'était pas pensable. Je n'étais pas préparée au mal, en fait, culturellement. Oui, mais mon je crois, je Claudine, n'étais pas préparée à ça. il faut travailler là-dessus, parce que c'est dommage de rester comme ça dans une position de réserve. Hein. Je crois qu'il faut travailler là-dessus. Le mal, il est là, comme le bien. C'est à chacun d'entre nous de faire la part des choses, mais ne pas vouloir aller vers les autres. Enfin, je schématise, hein, mais ne pas vouloir aller vers les autres parce qu'on a peur du mal, c'est aussi se couper du bien. Il faut trouver la voie du juste milieu, comme dirait Bouddha. Exactement. Donc, le juste milieu consiste à un moment donné à s'isoler quand on en a besoin, parce que ça répond à un besoin de se retrouver seul pour pouvoir faire le point, pour pouvoir, oui, effectivement, méditer. Mais quand l'isolement ou l'isolation correspond à une fuite, c'est vrai que là, c'est morbide. Et à un moment donné, c'est bien de faire un effort. Et parfois, le mot est sûrement malvenu, mais se faire un peu violence. Et aller vers des associations, aller vers les autres. Parfois, à contre-cœur, on s'oblige, on va à une soirée à laquelle on s'ennuie, puis on ira à une autre. Et redonner du mouvement et recréer du lien social. Parce que quand on y réfléchit, en fin de compte, toute pathologie, c'est une pathologie du lien. C'est quand je perds le lien entre moi et moi, c'est quand je perds le lien entre l'autre et moi. C'est ça que vous avez fait payer la personne violente. C'est là où elle vous a mis, en fait, elle vous a mis à sa place. D'ailleurs, tout à l'heure, à un moment donné, on a dit que les personnes qui subissaient de la violence ou de la perversion narcissique, la violence physique ou de la perversion narcissique, étaient des personnes qui avaient une bonne énergie et qui étaient souvent des personnes dynamiques. Donc quand on rencontre quelqu'un qui est pervers, en fait, on va bien et lui va mal. Et quand on se sépare, lui va un peu mieux et nous, on va très mal. Et c'est là, le travail que vous avez à faire, c'est en ressortir, mais ça passe aussi par recréer du lien social, amical, etc. Et retrouver votre belle énergie, Claudine. Oui. Merci. Oui. On a confiance en vous. On a confiance. Hein. Allez, merci beaucoup. Courage. Merci à tous les deux. Merci Claudine. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Merci de vos témoignages et on a encore le temps de vous écouter. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Ça, c'est du couteau. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Jean-Charles Bouchou aujourd'hui, psychanalyste, auteur notamment des pervers narcissiques qui existent en poche maintenant aux éditions Pocket, si vous voulez. Avec une nouvelle édition chez Erol qui est beaucoup plus complète, aux éditions Erol. Erol, donc. Merci de le préciser, Jean-Charles Bouchou. Puis bien sûr, vous avez d'autres livres. On retrouve Angela pour conclure. Bonjour Angela. Bonjour Brigitte, merci de m'accueillir. Je prends votre émission en cours de route, donc j'ai bien compris qu'il s'agissait de maltraitance. J'ignorais que votre invité était spécialisé dans quelque chose que je subis. Eh bien, on vous écoute, allez-y. Profitez de sa présence. Donc, écoutez, j'ai épousé un pervers narcissique. Mauvaise pioche. Donc, je suis restée 20 ans avec ce monsieur. Je me rendais compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais j'étais totalement sous emprise. J'avais 3 enfants avec lui, donc quelque part, je savais que ma présence, entre guillemets, protégeait les enfants. Donc il y a eu toutes sortes de... Vous voulez dire qu'en restant avec lui, vous protégiez vos enfants ou vous vous protégiez? C'est ce que je pensais, protéger mes enfants. J'étais pas heureuse, mais en même temps, j'étais extrêmement attachée. J'étais vraiment sous emprise. Voilà. Je pense que j'aurais pas eu le courage de le quitter. Et quelque part, je savais que si je le quittais, il m'en ferait voir de toutes les couleurs. En même temps, vous aviez pas la force, tout simplement. J'avais pas la force. Il avait tenté de m'isoler du monde dès le départ, de m'isoler de ma famille, de m'isoler de tout le monde, ce qu'il n'avait pas tout à fait réussi à faire. Parce que je pense que j'avais quand même assez de caractère pour pas me laisser totalement enrôler.
Mais voilà, il faisait en sorte de créer des incidents en permanence autour de moi, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec ma famille. Vraiment, il a tout tenté en fait pour m'isoler totalement, et je crois que j'aurais été morte si ça avait été le cas. Donc bon, inutile de vous décrire tout le type de relation que c'est. Mais donc vous l'avez quitté, cet homme, aujourd'hui? Alors, ça fait 6 ans qu'on est en cours de divorce et qu'on n'arrive pas à divorcer parce que il va tout faire pour freiner les choses, il va venir aux audiences, il va faire appel sur des décisions, il va créer des procédures d'incidents qui font que ça repousse le divorce, etc., etc. Et là, je vis peut-être encore plus l'enfer depuis ma séparation que pendant mon mariage. C'est-à-dire qu'il a vraiment tout fait pour me détruire. C'est que, en réalité, c'est je ne t'ai plus, alors tu n'existeras plus. Et il s'en est pris à mes enfants. Il a totalement rejeté l'aîné. Il était déjà extrêmement difficile avec lui. Je vous passe tout ce qu'il a pu me faire, la ruine financière, voilà, tout ce qu'il a pu me faire à moi. Et puis là, il s'en est pris ensuite aux enfants. Il a provoqué ça dans un moment de grande fragilité chez moi. C'est-à-dire que j'ai perdu ma sœur. Et à ce moment-là, il a déclenché le divorce. C'est lui qui a déclenché le divorce. 3 semaines après le décès de ma sœur. Et plus j'étais au fond du gouffre et plus il m'enfonçait la tête dans la gadoue. Et puis jusqu'à les 2 grands ont coupé les ponts avec lui parce qu'à un moment donné ils avaient besoin aussi de se protéger. Bien sûr. Mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire, évidemment. Et ils ont quel âge, vos enfants? Le dernier, il a quel âge, le plus jeune? La plus jeune a 12 ans et demi. Et l'aîné? Et l'aîné a 24 ans. D'accord, oui. Donc le grand, en fait, c'est lui qui a été rejeté par son père. Le second, qui était un enfant totalement parfait, c'est-à-dire qu'il était très bon élève, il faisait pas d'histoire, on n'entendait jamais parler de lui, il était l'exemple de son école, etc. Il a mis de telles pressions qu'il a fini par faire une dépression. Et que mais Claudine, Angela, pardon, excusez-moi. On l'entend une fois de plus, Jean-Charles Bouchou. Angela parle de ses enfants. Et finalement, peut-être pas assez de vous. Est-ce que vous faites aider aujourd'hui? Alors, bien sûr que je me suis fait aider. Je me suis fait aider par plusieurs psys. Parce qu'on en est arrivé à un stade où la plus jeune, je ne sais pas si vous avez entendu parler du syndrome d'aliénation parentale. Parce que lorsque le second a pris ses clics et ses claques de chez son père, il ne restait plus que la toute petite à sa merci, on va dire, qui était en garde alternée. Et à ce moment-là, il me l'a totalement kidnappée et il a déposé des plaintes contre moi pour violence sur cet enfant, qui était totalement imaginaire, bien sûr. Il l'a coupé de l'école, il l'a coupé de son suivi psy. Et le temps que je fasse toutes les démarches pour pouvoir récupérer ma fille, il l'avait isolée du monde pendant 3 mois et demi. Et à ce moment-là, la petite, quand je l'ai récupérée, elle était complètement sous l'emprise de son père. Vous ne pouviez pas porter plainte pour enlèvement d'enfants? J'ai tout fait, monsieur. Le problème, c'est que je me suis retrouvée confrontée. En fait, il a un tel comportement que ça a inhibé tout le monde parce que il manipule les flics, il manipule la justice, il manipule tout le monde. Donc moi, quand j'allais voir la police, ce qui est terrible, on est en fin d'émission, malheureusement, Angela, on est obligé de vous couper. Mais ce qui est terrible, ce que j'entends souvent, c'est qu'en effet, ils ont toujours un train d'avance sur la victime. Ils ont toujours un coup d'avance parce que vous êtes en réaction. La victime, elle agit en réaction à ce que fait l'autre, alors que l'autre, il agit avant, évidemment, donc il a forcément un coup d'avance. Voilà, et le coup d'avance, évidemment, fait qu'il gagne la première partie, et c'est toujours plus compliqué de gagner la deuxième. Je suis désolée, Angela, on est obligé de vous couper parce qu'on est en fin d'émission. Je crois que là, encore une fois, on entend Angela qui
va pas bien, qui est face à quelqu'un qui, en effet, Donc j'ai envie de dire ça, si des personnes ont envie d'avoir les coordonnées d'associations, qui n'hésitent pas à me contacter sur Internet, je suis facile à trouver. Oui, il y en a beaucoup dans la région de Montpellier, je sais, dans la région d'Aix-en-Provence aussi, mais aussi dans les autres régions. Absolument. Et c'est important de beaucoup parler, de rencontrer beaucoup de monde et de pouvoir refaire du lien. Exactement. Et quand on a affaire à la justice, en effet, se préparer parce qu'ils ont souvent un coup d'avance et donc il faut essayer de déjouer tout ça. Bon courage, Angela. Merci beaucoup, Jean-Charles Bouchou. À très bientôt. Merci à tous de vous être confiés sur Sud Radio. Et demain, ce sera notre libre antenne. On pourra revenir sur tous les sujets que vous voulez. On sera en compagnie de Inge Cantegrel-Kallen.